Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les amis. Bien voilà, c'est un nouveau live sur Instagram. Alors, on a eu un petit raté, c'était mardi dernier, petit problème de connexion. Du coup, eh bien voilà, on va se rattraper avec une émission aujourd'hui sur Insta, un live consacré aux voitures américaines. Vous avez été 77% à plébisciter qu'on fasse une émission spéciale consacrée aux américaines. Donc on va faire de notre mieux avec la team Direct Auto. Il y aura également d'autres intervenants pour nous parler de ces voitures outre-Atlantique. Alors bien évidemment des icônes, les Camaro, les Corvettes, la Mustang et également les pick-up, c'est très très à la mode. Alors je vais demander à Clément Domas, je fais un coucou à tous ceux qui arrivent. Salut Paolo, salut Seb. J'ai aussi copain du Koweït. Salut, que je vois, qui vient de se connecter. Alors, je vais demander à Clément Domas de l'équipe Direct Auto de me rejoindre pour commencer ce live avec vous les amis. Je crois qu'on va partir au moins sur 45 minutes, 1 heure. Il y a plein de choses à raconter. Alors n'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. On va en avoir besoin pour répondre à tout ça. Alors Clément, il doit être dans le coin. Je le vois là. Hop, je l'ai. Pour commencer cette émission spéciale, allez Sacha. Salut Jean de nos amis coréens. Ah, elle est là. Comment vas-tu? Ça va? T'as la forme? Très bien, très bien. On dit, il y a plein de monde qui commence à charger. Salut Mickaël, Kali, Patrick. Allez-y les amis, parlez-en autour de vous. On va vous faire une émission. On va tout déchirer. Alors, on va commencer Clément, si tu veux bien. Déjà, est-ce que ça se passe bien le confinement? Écoute, ça va. Là, on commence quand même à s'ennuyer, hein. Là, on arrive. Donc c'est pour ça on a décidé, bon comme on a eu un petit loupé mardi, moi j'avais une problème de connexion, etc. Salut à Pat, salut Dobitou. On va vraiment, alors ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui, mais on a dit qu'on mettait le paquet. On va commencer avec toi sur les pick-up. Parce que les Ouais. pick-up, c'est hyper à la mode aux États-Unis. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce sont les voitures les plus vendues au pays de l'oncle Sam. Oui, exactement. C'est vrai que les pick-up, c'est assez fou aux États-Unis parce qu'en fait, il y en a partout. Toi-même, tu es allé plusieurs fois encore l'année dernière en tournage à Washington, une On ville qui était est quand ensemble. même. Comment? Oui, exactement, exactement. À Washington ou à New York, il y en a partout dans les rues, il y en a dans les campagnes. Enfin bon, bref, donc c'est vraiment une institution. Et en fait, quand on regarde en termes de véhicules vendus, En termes de part de marché, est-ce que c'est la voiture qui se vend le plus? alors oui, tout à fait. Ouais, ouais, les pick-up, c'est assez exceptionnel parce que en termes de part de marché, on est à 17% uniquement sur du pick-up. Donc en fait, on va avoir notamment trois forces vives qu'on pourrait dire. T'as Ford, évidemment. Alors là, les Ford F-Series. Le F-150, c'est la voiture la plus vendue aux États-Unis depuis presque des décennies, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, depuis 27 ans. Donc c'est un truc complètement délirant et en fait même à l'échelle mondiale, les F-Series donc avec le F-150 qui est la déclinaison la plus connue, ça reste une voiture la plus vendue au monde alors que finalement le marché essentiel c'est nord-américain, ça va Alors, pas être vendu. en termes de chiffres, c'est combien de voitures par an? Alors, le F-150, c'est le pick-up de base, entre guillemets, de chez Ford. Parce que quand tu dis les F-Series, c'est qu'il y a différentes déclinaisons avec des plus gros moteurs, des plus grosses bennes, des doubles essieux. Ça va jusqu'au F-350 ou je sais pas, qui sont des véritables monstres pour tracter des bateaux. Et Exactement, il y a même le F450, mais c'est un je suis truc mais pas sûr. délirant. Et oui, mais c'est délirant. Ils en vendent combien du pick-up de base chez Ford du F-150? Alors du coup, l'an dernier, ils ont fait 900 000 exemplaires. 900 000 exemplaires de F-Series. Dans les F-Series, vraiment, c'est 900 000 exemplaires. Donc c'est quand même assez fou parce que finalement, c'est leader depuis 1982. T'imagines, 1982, c'est D'accord. dingue. Alors, 900 000 voitures, c'est en gros, à la louche, la moitié du marché Ouais, français, toutes voitures confondues. Juste exactement. d'un seul modèle, d'un seul pick-up. Ouais, ouais. Et le top 3 des voitures les plus vendues aux États-Unis, c'est quoi? Et ben justement, en fait, dans les véhicules les plus vendus, bah, c'est trois pick-up. Donc on a le Ford, on a le Dodge Le Ram. pick-up. Exactement. On a le Dodge Ram assez connu en plus, hein, parce qu'on se Il n'y a, souvient de y a Walker pas Texas qui nous dit Ranger que le en plus. RAM est le plus extrême en SRT. Il a raison. Ah bah oui, On va revenir sur les versions un peu qui font mal. Donc, les trois voitures les plus vendues aux États-Unis, il y a Julia qui nous fait coucou, ce sont des pick-up. Alors, je crois que bon, les Américains, ils sont viscéralement attachés aux pick-up.
Je crois que c'est Ouais. dans le gène. Et il n'y a pas des sondages, des trucs ou des anecdotes sur l'amour des Américains pour le pick-up? Ouais, si, justement, en fait, l'engouement est tel pour ce type de voiture qu'il y a Chevrolet. Donc Chevrolet, ils vendent le Silverado, hein, donc qui est le troisième pick-up le plus vendu, le troisième véhicule le plus vendu aux États-Unis. Et en fait, ils ont décidé de faire un sondage auprès de 1000 propriétaires de pick-up pour savoir, mais pourquoi est-ce que les Américains, ils sont aussi passionnés de pick-up? Et en fait, les résultats sont assez délirants parce que finalement, ils disent par exemple, pour 50% des sondés, le pick-up fait partie intégrante de la famille. C'est-à-dire qu'il y a la maman, le papa, l'enfant et le pick-up. Pour eux, tout est pareil. Donc ça, Ah, c'est quand même assez délirant. donc, Ouais, 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 alors, ouais. on me dit qu'on m'entend pas. Tu m'entends bien, toi? Parce que j'ai Harold là, qui me dit Greg, on t'entend pas quand tu parles. Est-ce que c'est ça? Tu m'entends mieux? Écoute, moi, ça va là. Bah, Harold, j'ai aussi un autre Greg là, qui m'a dit qu'il m'entendait pas super. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux, les amis? Juste quelqu'un qui me confirme que c'est OK pour vous. Je vais hurler dans mon appartement, c'est pas grave, c'est pour les voisins. Donc, c'est dingue. C'est-à-dire que le pick-up, c'est un membre à part entière de la famille. Exactement, exactement. C'est pour montrer un peu la folie qui entoure ce type de voiture. Et dans le sondage, on a aussi, par exemple, il y a 27% des propriétaires de pick-up qui donnent un surnom à leur pick-up. C'est-à-dire que une nouvelle fois, c'est comme leur chien. C'est comme, leur pick-up, c'est quelque chose, c'est la prunelle de la prunelle de leurs yeux, pardon. C'est assez incroyable. Bon, alors, le Raptor, chez Ford, il y a le Raptor. Je sais qu'en France, il y en a quelques-uns qui sont complètement dingues avec ça. Je fais allusion à un que je connais, Richard, qui doit commencer à nous regarder. Le Raptor, c'est un pick-up, mais à la sauce, ça va chier. Exactement. Ouais. Et nous encore, on a seulement le Ranger Raptor. Alors qu'aux États-Unis, ils ont le F-150 Raptor, qui, alors, c'est ça va chier fois 1000. Mais c'est quoi, ça va chier famille? C'est un gros V8, parce que là-dedans, les Américains, ils ne jurent que par des V8 là-dedans. Hein. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a deux versions. Il y a un V6 de 450 chevaux ou un V8 de 411 chevaux. Ah, le V8 est moins puissant que le V6, c'est bizarre ça. Exactement, exactement. Parce que c'est un V6 biturbo, c'est les nouveaux moteurs Ford, c'est les EcoBoost. Là. Mais bon, Voilà. de toi à moi, un pick-up à la sauce américaine, pour moi, il faut un gros V8. Exactement. D'ailleurs, je voulais quand même un peu parler des Super Duty. Tu sais, c'est des pick-up énormes avec Ah, les des. Super Duty, c'est les double essieux. Ils ont Ah maintenant, ouais. au lieu d'avoir deux roues, ils ont quatre roues. Exactement, exactement. Et donc du coup, c'est vrai que les Super Duty, là, ils en ont encore sorti une nouvelle série de Super Duty. Tu peux tracter jusqu'à 17 tonnes. 17 tonnes, tu peux mettre à l'arrière. Ouais, c'est C'est pas mal. Bon, inimaginable. alors, en France, c'est un marché qui se porte super bien depuis quelques années. Alors, tu es en train de. Pourquoi ça? Il y a eu un changement ou quoi? Comment ça se passe? Ravi. Ouais, en fait, c'est vrai que au moment de l'instauration, notamment des taxes vis-à-vis de l'écologie avec le gouvernement, le pick-up est un peu une niche en fait. Et ça, il y a beaucoup de passionnés de voitures qui se sont dit bon ben on va acheter un pick-up parce que ça reste une voiture qui est super sympa à conduire. En plus, c'est un peu décalé, etc. Mais depuis l'année dernière, le gouvernement a décidé de En taper là où France, ça hein. fait On mal. parle en France, hein. Ouais, exactement, ouais, ouais, en France. Et donc du coup, le gouvernement a décidé de mettre fin, de siffler la fin de la récréation un petit peu, et donc d'instaurer des taxes pour tout le monde. Aussi bien les artisans, par exemple, qui vont acheter un pick-up, ils vont avoir une taxe à payer tous les ans, comme les voitures de Bah, tu société vois, il y normales. a Harold qui nous confirme effectivement, maintenant il y a une taxe. Donc en gros, le marché du pick-up, il a commencé à monter. Et dès qu'il a commencé à grimper, boum. Et ouais, c'est monté jusqu'à environ 20 000 unités, et l'an dernier, c'est déjà descendu à 15 000. Et donc du coup, c'est vrai que les professionnels, bah, aussi bien américains ou autres, hein, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire. On pense au Mitsubishi L200, au Toyota Hilux, etc. C'est vrai que ça va être compliqué. Alors tu vois, on a Lolo que je salue également, qui nous dit qu'il y avait un Ram, un Dodge Ram, qui avait un V10 de Viper à un moment. Ah oui, bah, ça c'est typiquement américain, non? Ouais, c'est ça, de toute façon, eux, ils s'en foutent. Ils se disent, de toute façon, l'essence, c'est pas cher, et puis de toute façon, on verra bien. Hein. Donc, en gros, ils envoient la sauce. T'as encore deux, trois petites anecdotes ou pas sur les pick-up, ou on Bah, va à une autre icône? ouais, je voulais juste rajouter vis-à-vis du pick-up que le premier pick-up en fait qui était vraiment construit à la chaîne du coup, et ben c'est Ford qui l'a fait et c'était le Ford TT. Donc on connaît tous la Ford T, mais en fait ils avaient décidé de faire une version pick-up qu'ils avaient baptisée la Ford TT et c'était donc avant la Première Guerre mondiale en 1917. Donc, en gros, le premier pick-up de l'histoire, c'est Ouais, 1907 et c'est Ford. exactement, exactement. C'est du délire, hein. Donc ça fait plus de 30 ans. C'est hallucinant. Mais de toute façon, Ford, c'est le leader
Ouais. américain dans ce créneau, hein. Comme tu le disais, le F-150, c'est la voiture la plus vendue aux US depuis 27 ans. Ouais. Tu sais, c'est la combienième de génération aujourd'hui de F-150? Écoute, si il a commencé quand déjà, le F-150? 1975. L'appellation F-150 est sortie en 1975. Ça fait 45 ans, j'ai envie de te dire, je sais pas, ils en sont à 8, 9 générations, 13. 13 générations. 13 Bon, générations. ça leur porte chance, hein, a priori. Exactement. Exactement. Bon, écoute Clément, merci pour toutes tes infos sur les pick-up. Effectivement, ça c'est très ricain quand vous allez là-bas. Il y a le David qui nous dit je me marre. Mais toi, j'espère que David, la prochaine fois que tu fais l'intervention, tu auras une meilleure connexion que la dernière fois parce qu'on ne s'est pas trop marré. Bon, Clément, je t'embrasse et je vais demander à Nico Chérouz de me rejoindre. J'espère que. Salut Greg. Salut Clément. On va parler de la Mustang qui est vraiment l'une des icônes américaines. Alors, il est où le copain Nicolas Chérouz qui est membre du Mustang Club de France? Le plus simple, c'était quand même de s'adresser à des experts pour nous parler de cette voiture fantastique. C'est bah oui, c'est la voiture quand on parle voiture américaine pour des Français, bien évidemment la Mustang. Tout de suite, on l'a en tête parce que c'est une voiture qui est fantastique. Alors Nico, est-ce que tu es dans le coin? Ça va recommencer les problèmes de connexion ou pas? Parce qu'il m'a dit ah il est là, il est là, il est là, il est là. Allez, tac, commencez direct avec Nicolas Chérouz, membre, comme je vous le disais, du Mustang Club de France. Il est là, Je l'entends, il est là. Ça va mon il est copain? là. Ça va être mon gars? J'espère que tu as mis un joli t-shirt ou pas? On parle de voiture américaine. Voilà, voilà, au moins. Allez, regardez. J'ai mis le t-shirt de Cobra Daytona et non pas, Et moi, pas de j'ai n'importe. mis ma tête d'Indien, t'as vu? On est dans le. C'est bien, Ah, c'est il bien. faut pas déconner, faut pas déconner. On est comme ça, nous, on blague pas. Bon, Mais, allez. mais celui-là, c'est celui de la Cobra Daytona dans laquelle tu es monté. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Celle-là, c'est le numéro de série de celle dans laquelle tu es monté. Non, mais il est complètement fou. Alors, lui, c'est vraiment, vous allez comprendre pourquoi je l'ai invité pour ce live Instagram pour nous parler de Mustang, parce qu'il les connaît par cœur. Toi, tu es membre actif du Mustang Club de France depuis combien d'années? Moi, j'ai rejoint le club en 97, et puis j'en suis beaucoup plus actif depuis 2000, Ouais, mais bon, 2005 dans ces eaux-là. t'es tombé dans le pot à ketchup Mustang il y a belle lurette. Euh, à titre personnel, t'en as eu combien des Mustangs, toi? Moi, j'en ai eu une dizaine. Ouais. Mais il n'y a pas que les Mustangs, parce que il y Ah a ben, eu je le sais, Thunderbird, il y a on a donné. Cobra et autres Bon, allez, joyeusetés. on va parler Mustang. La genèse de cette voiture, alors elle apparaît, c'est début des années 60, 63, 64. La première, Alors, la première Mustang. C'est quoi l'idée de Ford avec cette voiture? C'était la voiture pour les baby boomers. En gros, les gamins qui sont nés juste après la guerre parce qu'ils avaient envie de se défouler un petit peu, donc ils ont fait des bébés. Et les bébés, quand ils ont eu 18-20 ans, il leur fallait une bagnole plus jeune, plus sympa, et c'était la Mustang, en gros. en gros, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, Ford, qui a toujours été un vrai génie alors du marketing, mais justement, jusque-là, les Ford, c'était des autos qui étaient conçues, et puis on leur trouvait un public. Là, ça a été un cheminement inverse. C'était la première auto véritablement marketing. C'est triste à dire quand on voit toute la passion que génère une Mustang, mais c'est la première fois qu'on considère un public et qu'on va concevoir une voiture pour ce public. Avec d'abord le fait qu'on s'adresse à des baby boomers, et puis qu'on s'adresse à des baby boomers en se disant ils ont une multitude d'attentes. Et donc, on va construire une voiture totalement personnalisable. Ça peut être un cabriolet, ça peut être un coupé, ça peut être un fastback, ça peut être un 6 cylindres en boîte 3 vitesses, ça peut être ce qu'on appelle un code 4. On va revenir sur les déclinaisons. Alors, en gros, Ouais, ils ont créé une voiture pour les jeunes, tout simplement. ouais. Et d'après ce que j'ai lu et certaines discussions que j'ai eues, c'était aussi pour concurrencer une voiture qui était déjà pour les jeunes aux États-Unis, mais qui était une voiture européenne, c'était la coccinelle. Donc en gros, l'image de la Mustang aux États-Unis, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais c'est une voiture pour les jeunes et pas chère. Ah, c'est une voiture à tout petit budget, puisque la Mustang était grosso modo au prix d'une Volkswagen. Et effectivement, en fait, Ford voyait que il commençait à se faire tailler des croupières. Ford proposait, comme tous les grands constructeurs américains, proposait quand même beaucoup de grosses voitures. Ford, il y avait déjà la Falcon, mais quand même, il s'agissait essentiellement de grosses autos Donc il qui n'étaient fallait pas une forcément hyper séduisantes. plus petite, un peu plus européenne dans son style. Et effectivement, et donc ils ont décidé de concevoir sur la plateforme de la Falcon une voiture sexy en fait. C'était ça l'idée, c'était d'avoir une voiture sexy qui donne envie aux jeunes d'en acheter. Et ça a marché, ça a cartonné puisqu'ils en ont vendu 1 million en 2 ans. 1 million de voitures en 2 ans.
1 million de voitures en 2 ans. Ah ouais, c'est 1 million 100 en 2 ans. Alors, comment t'expliques le positionnement? Parce que, alors là, il y a Lolo qui nous dit effectivement gendarme de Saint-Tropez, parce que la voiture chez les Français et en France, c'était une voiture, non pas une voiture populaire, c'était plus une voiture haut de gamme, luxueuse, et qu'on a vu dans des films comme Le gendarme de Saint-Tropez, Un homme et une femme. Pourquoi ce décalage entre les États-Unis, le pays d'origine, et la France notamment? Bah, alors en fait, l'idée c'est que effectivement, une Mustang aux US, c'est vraiment un basique. C'est l'équivalent d'une Clio. C'est quelque chose d'une auto très très populaire, basique, qui, sans option, honnêtement, ressemble pas à grand-chose. C'est joli, mais c'est un vrai poumon. Boîte 3, c'est juste. Pour qu'on comprenne, Nico. C'est-à-dire que Ouais. dans les années 60, la Mustang qui se vendait, c'était quoi? Un 6 cylindres, boîte 3 vitesses, sans équipement, c'était la voiture globalement la plus vendue, les Mustangs les plus communément configurées aux États-Unis. L'inverse des voitures françaises. Alors ouais, en gros, ce qui s'est passé c'est aux États-Unis, j'ai pas les chiffres, les volumes de production précis, mais grosso modo, énormément de 6 cylindres, boîte automatique parce que les Américains aiment les boîtes automatiques, et 4 freins à tambour non assistés. Ah ouais. Donc autant dire, faut être les 2 pieds joints sur la pédale pour ralentir, pas pour Et freiner. alors, comment t'expliques qu'en France, les voitures, les Mustangs qui étaient vendus dans les années 60, parce que Ford, à l'époque, Ford de France, Ouais. c'était une machine de guerre très importante. Ils ont fait du placement produit. Donc, Gendarme de Saint-Tropez, c'est 1964. Je crois même que c'est dans les films français qu'on a commencé à avoir des Mustangs avant même Bullitt, c'est 68, tu vois. La première Mustang apparue au cinéma, Ouais. c'est dans le Gendarme de Saint-Tropez qui a été tournée au mois de mai 64 et aucune Mustang n'est apparue avant. Il s'agissait d'une Mustang de pré-série en plus. C'est pour ça qu'elle a été aussitôt au cinéma et que effectivement c'est la première apparition de la Mustang. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en France, comme la voiture était quand même relativement à taille européenne, Ford France a décidé d'acheter des quotas de Mustang, mais extrêmement bien équipés. Donc, il s'agissait que de GT avec des freins à disque, des intérieurs hyper optionnés, vraiment de très jolies voitures qui, même aux États-Unis, étaient considérées comme de jolies voitures et de les proposer sur le marché, donc comme des voitures quand même relativement haut de gamme, même très haut de gamme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il y a eu une politique de placement de produits assez géniale. Donc là aussi, le marketing a joué à plein. Et à l'époque, il y avait le directeur marketing de Ford qui s'appelait Henri Chemin et qui a décidé de faire jouer son carnet d'adresses. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est dans le gendarme de Saint-Tropez. En revanche, le gendarme de Semary, c'est du vrai placement de produit parce que Claude Jansac était là, l'épouse Claude d'Henri Chemin. Jansac Donc, était une actrice française dans le Gendarme de Saint-Tropez. et c'est celle qui épouse, c'est la fameuse femme du gendarme. De Louis de Funès. De Louis de Funès. Et Henri Chemin a convaincu énormément d'artistes à l'époque. Évidemment, Johnny Hallyday, ça Alors, le sait. Johnny et les courses en Mustang. D'ailleurs, Johnny Hallyday, il y a une voiture qui a été vendue à Rétromobile il y a quelques semaines. C'était un coupé GT 66 ou 67 qui était une voiture Ford de France. Mais par C'était contre, une vraie voiture Ford France. La carte grise était au nom de Johnny Hallyday. Oui, parce qu'en fait, il y avait une espèce de deal à l'époque Ford France. Les pilotes devaient acheter leur voiture. Alors, ils les achetaient pas très cher. Je suis même pas sûr qu'ils les achetaient. Mais tu as eu, par exemple, Johnny. Tu as eu à l'époque un grand animateur très, très, très populaire à l'époque. Une espèce de Grégory Galifi, tu vois. Un journaliste qui s'appelait Hubert, qui était hyper populaire. Voilà, qu'on a eu une. Tu as Richard Anthony qui en a eu une. Il faisait de la course avec. Alors, Hubert faisait de la course, Johnny faisait de la course et d'autres artistes faisaient de la course comme ça. C'est fou ça. Alors, un autre truc qui est totalement dingue avec la Mustang, c'est que c'est une voiture qui a toujours été produite depuis 1964 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu, sans discontinuité, de production de Mustang. Un petit peu comme le pick-up F-150 dont nous parlait Clément juste avant. Là, ils en sont à la 13e génération. La Mustang, c'est combienième génération et combien de Mustang produites au total? Alors, on en est à 10 millions de Mustangs. Toute génération confondue. Toute génération confondue. La première génération, je le disais, c'est 1 million 100. Enfin, la première génération, les 2 premières années, pardon. Ensuite, on est de l'ordre de 3 millions, si on compte. Ce qu'on appelle la première génération, c'est 64,5 jusqu'à 73. Ensuite, il y a la Mustang 2 qui est un peu la mal aimée parce que c'est vrai que c'est une voiture qui correspond à cette génération. Non, c'est celle de 74. J'ai une photo. Ah, montre-nous ça. Pour donner un ordre d'idée. C'est cette jolie chose. Elle est moche. Ah bah, elle est moche, mais il faut imaginer qu'elle sort en 74, post-crise pétrolière. C'est une bagnole qui consomme pas, qui est
qui est extrêmement bien foutue pour son époque. Donc, elle cartonne. Ils en ont vendu 1 million, pareil, en 3-4 ans. Et ensuite, on passe sur ce qu'on a appelé la Fox Body, qui s'est vendue aussi très bien, puis la SN95, puis la S197 en 2005, et là, la version actuelle. D'accord. Elle ne s'est jamais arrêtée, contrairement à la Camaro, contrairement à d'autres autos qui C'est ça? ont eu comme ça des arrêts dans leur carrière et qui ont repris. Est-ce que toi, tu as une chouchoute dans toutes les générations de Mustang? Est-ce qu'il y a pour toi la meilleure de toutes, c'est laquelle? Bah, c'est super difficile de répondre parce qu'évidemment, moi, j'ai davantage d'affection pour les toutes premières générations, entre 64, 64,5, 67, 66, pardon, Bah, ça me fait ou marrer, c'est quand 67. tu dis 64,5. On se demande pourquoi 64,5. Alors 64,5 pour une raison qui est très simple, et j'allais presque t'engueuler justement. C'est ridicule de faire un live sur la Mustang aujourd'hui parce que l'anniversaire de la Mustang, c'est demain. Sérieux? La Mustang, la Mustang a été présentée et commercialisée le 17 avril 1964. Ah, On est le génial. 16. Ah bah, donc, Demain, la Mustang a 56 ans. ah bah, Voilà. Mais bon anniversaire. le Comme 17 quoi, avril, c'est. c'était. Bah ouais. Mais le 17 avril, Donc le 17 avril, pour toi, c'est une date bénie en fait. ah bah clairement, le J'ai envie de 17 te avril, dire, en général, le l'idée c'est 17 que. avril, tu travailles pas, mais là, personne ne travaille. Hein. C'est C'est férié pour toi. c'est ça. J'ai pas le choix. Mais le 17 avril, ça correspond à rien en termes d'année modèle. C'est pour ça qu'on parle de 64,5 parce qu'elle est arrivée un peu en cours d'année modèle. D'accord. Donc pour toi, les plus belles versions, c'est les premières versions, donc de 64,5 jusqu'à quoi? 67? Alors pour moi, bah alors moi j'ai, comme tu le sais, j'ai de la 66 et de la 67, donc ce sont vraiment des générations que j'adore. Ensuite, je les aime à peu près toutes, sauf, je l'avoue, la Mustang 2 qui m'a jamais beaucoup inspiré, mais Bah, je les juste aime avant, toutes. tu nous Et as la dit que c'était une super Mustang 2, auto, alors il faut savoir. Hein. non, j'ai dit que c'était une auto qui était bien dans son époque. Ah bon, d'accord. Alors là, on nous fait remarquer dans le fil des commentaires, bien évidemment, les films, on a évoqué très rapidement Un homme et une femme, un film de Lelouch, où effectivement il y a un coupé 66 ou 67, mais bien sûr, il y a également Bullitt 1968, et là, c'est un facelift, parce que c'est la nouvelle Mustang. Ça reste une série, Ouais. ça reste une série 1 avec un gros moteur, un 390. Alors, Un homme et une femme, c'est un coupé 66, effectivement. Enfin, il y en aurait eu deux pendant le tournage, etc. Mais bon, c'est un modèle 66, le modèle du film. Ensuite, effectivement, on passe à l'année modèle 67-68, où les lignes sont un peu plus acérées. Elle commence à se gonfler un peu, elle devient un peu plus muscle car. Et c'est la première fois qu'elle reçoit des big blocks, donc notamment le Silhouette 4, le 390, puis 428. Alors là, c'est un avion de chasse intersidéral. Et effectivement, pour le film Bullitt, c'était un choix de Steve McQueen de prendre une voiture, de la customiser à rien pour qu'elle fasse un peu perso, une Bah voiture de flic déjà, un peu elle n'a crédible. plus le Mustang sur la calandre. Il n'y a plus marqué Ford nulle part. Il a enlevé tous les logos. Alors, il paraîtrait, il y a différentes histoires, il y aurait eu une engueulade entre la production du film et Ford. Et du coup, ils se sont pas mis d'accord et ils ont enlevé tous les logos. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça, c'est une histoire qui tourne, mais une autre histoire qui apparaîtrait assez crédible, c'est que ce soit tout simplement Solar Production, là, qui est la société de production de Steve McQueen, qui coproduisait le film. Steve McQueen étant un malade de bagnole, Non, on le sait. il avait vraiment jeté son dévolu sur la Mustang parce qu'il trouvait que c'était une voiture, comme on le disait, c'était une voiture populaire, donc ça correspondait bien pour un flic, pas forcément très argenté, d'avoir une voiture qui est quand même une voiture de sport, mais quand même abordable. Et c'est lui qui l'aurait un peu cabossé de droite et de C'est ce que gauche, j'allais qui l'aurait customisé. dire parce que la voiture, bizarrement, c'est une voiture qui est neuve. Ouais. Par rapport à la date de sortie du film, par rapport à la date de tournage. Et tu vois, elle est un peu cabossée. La peinture, elle est presque un peu matifiée. Tu as l'impression qu'elle a 15 ans, cette bagnole, dans le film. Ouais, parce que c'était vraiment l'idée. Je pense que Steve McQueen avait dû se dire aussi que le film allait avoir une carrière. Il était visionnaire. Et donc, l'idée, c'est que la voiture faisait déjà un peu usée, alors qu'elle était neuve, effectivement, mais elle faisait déjà un peu usée. Elle a ses jantes American Racing qui sont un peu patinées. Elle a des rayures de droite, de gauche. Et puis, elle a effectivement ces petites modifs, le rétro 66, les bas de caisse qui sont peints, tous les sigles Ford, Mustang, tout est retiré. C'est une GT, donc elle devrait avoir des phares dans la calandre. Elle les a pas. Voilà, il y a plein de petites modifs. Il avait fait un excellent choix, c'est qu'il a retiré le volant 68 qui est immonde pour mettre un volant sport.
Voilà, donc il avait fait plein de petites modifs, mais a priori, c'est vraiment lui qui était décideur de ces modifs-là. Alors, on parle des cascades. Globalement, il a fait toutes les cascades. Il y a là aussi, peut-être qu'il les aurait peut-être pas toutes faites, je sais pas. Bon, il était quand même plutôt très bon volant et complètement casse-cou. Et je crois qu'il y a la voiture du film. Alors, il y en a eu plusieurs qui ont été utilisées, je pense. Tu vas nous confirmer ça ou pas. Et il y en a une qui s'est vendue aux enchères, plus de 3 millions de dollars. Alors, il y a, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant des décennies, on a dit que les deux voitures avaient disparu, puisqu'il y avait deux voitures pour tournage, et les deux numéros de série se suivent. Et on connaît les numéros de série. Euh, il se trouve qu'on a retrouvé une première voiture qui était la voiture de cascade. Donc, il y avait une voiture, ce qu'on appelle une voiture de jeu et une voiture de cascade. On a retrouvé cette première voiture de cascade il y a 4-5 ans, dans le désert, je crois que c'est dans le Nouveau-Mexique, elle a été dans une casse. Et il y a un Mexicain qui s'est dit, je vais restaurer la voiture. Et aux États-Unis, il y a un gars qui s'appelle qui détient les bases de données de Ford. Et donc, il vend, on lui envoie son numéro de série et il vous renvoie un rapport avec toutes les options d'usine et comment était foutue la voiture. Et donc, ce type a acheté cette épave dans une casse. Il a envoyé le numéro de série. Et là, Kevin Marty a vu des gyrophares partout s'allumer. C'est la Bullitt. Voilà. Et donc, Donc, on a retrouvé la première. La voiture, il l'a achetée dans une caisse 500 dollars et c'est une voiture qui vaut des millions de dollars. Bah, qui vaut 3 millions de dollars. C'est celle qui a été vendue il y a quelques temps. Ah non, c'est pas celle-là. Celle qui a été vendue récemment, c'est donc la voiture des scènes calmes, ce qu'on appelle la voiture de jeu. Et donc cette voiture, en revanche, elle a finalement une vie assez sage parce qu'elle a été revendue à un flic. C'est drôle parce que elle a été revendue après le tournage du film, vendue à un flic, un vrai flic, qui l'a gardée 3-4 ans et qui l'a revendue à une famille qui l'a gardée jusqu'aujourd'hui. Et donc la voiture est restée longtemps sans rouler. Ouais, la voiture est restée longtemps sans rouler. Elle a continué de se patiner, donc elle a été encore plus patinée. Et donc, elle a été vendue il y a très peu de temps, au mois de janvier, à une vente aux enchères de l'ordre de 3 millions d'euros. Ouais, Quand on est passionné comme toi de Mustang, c'est le Graal absolu, une voiture comme ça. Ne serait-ce que de mettre ses fesses dedans et l'essayer. ouais, bah, c'est un peu comme je disais pour la Cobra Daytona dont j'ai le t-shirt. Ça fait partie de ces voitures qui sont totalement mythiques. On les connaît, on connaît leur numéro de série, on sait que ce sont des voitures vraiment très. Bah voilà, c'est un truc de fou. Donc ouais, découvrir une auto comme celle-là, j'imagine le mec qui s'est fait appeler par Kevin Marty pour lui dire, vous avez la Bullitt, c'est un truc de Ouais, dingue. c'est un truc de dingue. Juste pour terminer sur les Mustangs, et puis après on va parler Camaro et Corvette avec un autre Nicolas Hédé. Quand on parle de Mustang, on parle de Shelby, bien évidemment. Shelby, c'est Bah forcément, c'est-à-dire que la Mustang, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ford savait que ils avaient déjà compris, et le film Le Mans 66 le montre très bien, c'est qu'ils avaient compris que là aussi, en termes marketing, il fallait que la voiture ait une vie en compétition. Ce qu'a fait Ford, c'est qu'ils ont demandé à leur service de compétition de préparer la voiture, et ils ont demandé à Shelby de préparer la voiture. Le service de Ford a fait une usine à gaz. Et Shelby, lui, c'était un fermier, Shelby, il faut le savoir, hein, c'était un vrai fermier. Il avait un bon sens paysan. Il a modifié la bagnole en faisant 3 bricoles, en décalant les supports de triangle, en faisant 3 bricoles. Et ils ont mis les voitures, je sais plus quel circuit, je crois que c'est Riverdale ou je sais plus quel circuit. Et ils ont testé les deux voitures. Et la Shelby a mis une mine à la voiture d'usine. Et donc, pour des modifications à 3 dollars. Et donc, bah, Ford a dit, bah, on va génial. commercialiser la Shelby. Ouais, puis Ford était très pragmatique. Et là, on a dans les commentaires, on nous dit que Ford c'était aussi un maître du marketing. C'est Wildcard qui nous en parle, c'est vrai. Et notamment, un grand nom de l'automobile française, André Citroën, s'est énormément inspiré de Henry Ford, qui était un Bien sûr. véritable génie. Et après, son fils aussi qui a suivi c'est Henri II, hein, dans Henry Ford 2, ouais. Henry Ford II, qui lui aussi était sur les traces de son père en mode un peu plus bourrin, mais qui était c'était quand même des monstres du marketing. Bah écoute, mon Nico, merci beaucoup pour Ah, merci à toi. cette science autour de la Mustang. Et d'ailleurs, bah, on sera, si tout va bien, on prépare pour le Tour Auto 2020 qui a été décalé, c'est 30 août jusqu'au 5 Prends tout. septembre, avec une Mustang. Voilà, donc affaire à suivre. Allez, nous, on va poursuivre. Salut mon Nico, je te fais un gros bisou. Ciao, à bientôt. À bientôt. On va poursuivre avec Nico Hédé. Je vais lui demander de me rejoindre sur ce live pour continuer à parler de ces voitures américaines que vous aimez tant, comme nous, parce que vraiment, c'est des voitures qui sont canons. Alors, le Nico Hédé, il est là avec sa gouaille légendaire.
Mon Nico, est-ce que tu es dans le coin? Je me prends une petite rasade parce que là, on papote depuis une demi-heure non-stop. Salut Salut, Greg, à salut. Tu vas bien? la Ouais. forme. Bah écoute, ça va, toujours. On profite encore un peu du soleil quand même, pendant Ouais, qu'il en est temps. on profite. Alors, on va pas revenir sur les Mustangs, mais toi, tu as Mhm. essayé, tu avais fait pour Direct Auto un match entre une Mustang Fastback Oui, tout à fait. et, et bien sûr la Dodge, Et ouais, la, la Charger de l'époque. Oui, oui, la voiture du méchant. En fait, pour tout te dire, c'est un rêve de gosse. Je me retrouve dans le film Bullitt. Alors, on était plutôt en Alsace pour le coup, mais on n'était pas dans les rues de San Francisco pour faire la course, hein, loin de là. Mais je suis tombé sur deux collectionneurs qui sont devenus d'ailleurs depuis des amis. Deux potes en plus, hein. Un qui s'est offert une fastback de 68. Alors, pas avec le big block de celle de Bullitt, hein, mais voilà, on est dans la même ambiance et tout. Et l'autre, le méchant avec la Charger. Et je trouve que c'est assez marrant parce qu'on s'imagine. Enfin, moi, quand je vois le film Bullitt, je vois des mecs qui roulent comme des dingues à bord de ces voitures. Et ce que je peux te dire, c'est quand on est au volant de ce genre de choses, on roule pas comme un dingue parce on a quand même on a un volant qui est Et immense toi, dans les deux cas. Et t'as les- on a j'ai plus de les voix, pardon. tapettes. Bah, ça freine pas, ça freine, mais ça freine pas tout de suite. Mais ça, on va en parler sur les Corvettes, hein, justement. Mais ça freine pas quand on veut, en fait. C'est pas une voiture moderne. Il faut faire très attention. Ça, c'est Alors, et qu'est-ce qu'elle dit, la nouvelle Bullitt? Parce que Ford avait quand même eu l'intelligence de ressortir. Alors, il l'avait déjà fait sur une précédente génération, mais là, ils ont oui, ressorti, c'était 2017 ou 2018, 2018, je crois, une oui. Mustang actuelle Bullitt de la même couleur, c'est le Dark Moss Green, je crois, Highland Oui, Green. tout à fait. Avec la calandre noire comme dans le film, hein. On n'a pas le petit cheval, le Mustang sur la calandre. On a un intérieur spécifique avec le pommeau de levier de vitesse blanc comme vitesse blanc comme dans le film aussi. Enfin, il y a plein de petits détails qui sont très très chouettes. Et je crois qu'elle est Et mécanique. on est en boîte méca uniquement. On a un moteur qui fait un son un peu différent. Alors ça correspondait aussi au restylage de la Mustang, hein. C'était la phase 2 de la dernière Mustang, donc ça joue un peu. Mais surtout, je trouve que, alors déjà, ça fait un son qui est génial. Il y a ce qui est drôle dans cette voiture, c'est que il y a un mode voisinage. C'est-à-dire qu'on peut se mettre, voilà, mais il faut aller le chercher, donc c'est un peu galère. Donc autant démarrer en mode full power au niveau son, hein, c'est plus sympa. Ça fait un super son et surtout, je trouve que c'est la première, à mon sens, hein, c'est la première Mustang où il y a un châssis. C'est-à-dire que voilà, on se sent à l'aise, elle part de l'arrière, on la contrôle facilement de l'arrière parce qu'il faut savoir que les Mustangs, quand même, les années précédentes, enfin, c'est pas fait pour jouer comme un Ouais, malade, hein. c'est assez sportif, mais tu parles du son. Je pense que ce qui fait le charme d'une américaine avant tout, Ouais, c'est le moteur V8. Que tu le veuilles ou non, pour moi, une américaine, s'il n'y a pas de V8, ça ne sert pas exactement. à grand-chose. Alors, autre icône, la Corvette, Oui, qui elle est oui. sortie 11 ans avant la Mustang, 1953. 1953, alors pas du tout la même époque et surtout on n'est pas sur la même clientèle. C'est-à-dire que la Corvette, autant la Mustang était une voiture de masse, je crois qu'ils s'en est vendu, enfin produit plus de 10 millions hein, au cours de la carrière, mais là sur la Corvette, on est sur une voiture plus haut de gamme. C'est un roadster de place au départ, hein, une ligne assez ronde en fait. On C'est pense très au beau. film de... Ah, C'est une Corvette, première série, c'est super beau. c'est C'est magnifique. Alors, vraiment. faut savoir qu'il y a deux carrosseries sur la première série. C'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est la C1, comme on l'appelle hein, communément, hein, c'est les C hein, chez Corvette, hein, C1, C2, C3, etc. Pour ceux qui savent pas. Et la C1, en fait, elle a existé un peu en quelque sorte en deux carrosseries. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est très basique, d'une seule couleur et avec des phares ronds, avec un seul phare rond à l'avant de chaque côté. Et la deuxième série, en fait, elle était un peu, enfin, elle avait des flancs d'une autre couleur sur les côtés. C'était très élégant, très joli et deux phares verticaux, en fait, deux phares Ouais, superposés de chaque côté. la Calandre, effectivement, tu as les deux phares. Et c'était la voiture, parce qu'on parle aussi de ces voitures américaines dans les séries, c'était Ouais, Riptide, si tu te oui, rappelles. tout à fait. Alors, Et les deux c'était pas deux flics, mais bah, c'était deux privés, et ils roulaient là-dedans. C'est assez. alors, je sais pas si tu te souviens du film True Lies avec Schwarzy, n'est-ce pas? À un moment donné, il y a un Ouais, vendeur de bagnole, il y a un vendeur de bagnole enfin, il va voir un vendeur de bagnole qui drague apparemment son épouse, n'est-ce pas? Et ils partent en balade avec une Corvette C1 justement, avec cette fameuse Corvette C1, et qui est vraiment très belle. Même l'intérieur est très beau, c'est très incurvé, c'est très élégant. C'est une ouais, voiture assez haut de gamme hein, à l'époque, hein. t'as une ambiance qui est vraiment très très belle. Et aussi, si je dis pas de bêtises, la Corvette est l'une, si c'était la première voiture en fibre, en Fibre, grande fibre, série.
Fibre de verre, tout à fait, une voiture en fibre de Et, verre. et, Alors, et c'est la première, si tu veux, 53. Et mhm, 2 ans après, en France, on aura l'Alpine 1955, qui sera la exactement. première française Donc, ça en permet, fibre. ça permet d'avoir une voiture légère. Alors c'est vrai qu'à l'époque, le moteur, on a un 6 cylindres en ligne lors de son lancement. Ils vont pas le garder longtemps. Il fait 160 chevaux, c'est sympa, mais ils vont vite passer au V8 et là on augmente les puissances. On atteint tout doucement pas loin de 200 chevaux, donc ce qui pour l'époque était pas mal, faut être honnête. Ouais, et Euh, puis c'est une voiture qui est globalement légère vu qu'elle ouais, est en fibre. Alors tout à Nico, fait. Oui. comme la Mustang, cette voiture, ou comme le pick-up F-150 de chez Ford, Mm. la Chevrolet Corvette va être produite à partir de 1953 Ouais. jusqu'à aujourd'hui sans aucune interruption. Non, en fait, voilà, on a enchaîné en 63. Alors, vous voyez, 63, je l'avais noté au cas où, parce qu'il y a beaucoup de dates sur la Corvette. C'est assez balèze. 63 sort la C2, ce qu'on appelle la Stingray. Alors, la traduction, c'est un petit peu compliqué. C'est la raie éperonée. Enfin, voilà, un truc dans le genre. C'est un peu spécial. Ouais, parce que Stingray, en tu as fait, l'arrière comme la Raymanta. C'est tout à fait, exactement. quand on regarde la lunette arrière et Voilà. la découpe de toute la partie arrière, Mhm. effectivement, tu as ce côté Raymanta. Et là, on a Pat qui Bah, nous parle de la split window. Je crois que ça a oui, été c'est la produit première génération, là. En en 60, 63. Ça, oui, elle est c'est magnifique c'est avec la les première. fenêtres. En fait, il y avait deux fenêtres à l'arrière. Elle a été produite de 63 à 64, donc ça a été relativement court finalement. Et je crois que c'est pour des raisons de visibilité et même de sécurité que finalement ils ont fait un pare-brise normal derrière, ce qui est dommage. Et du coup, là, ça rend la split window extrêmement rare et extrêmement chère. C'est d'ailleurs la plus chère des Corvettes, pour le coup. Ça Euh, vaut quoi? On nous demande un peu les prix. Ça vaut quoi une split une window? Je split? crois que ça vaut dans les 100 000. Hein. Ah ouais, ouais, largement. Mais puis ça grimpe et puis ça a pas tendance à baisser. Je serais tenté de dire. C'est que Non, il mais y a, objectivement, quand tu vois la rareté, quand tu vois la beauté c'est de la mi- voiture, quand c'est tu vois la magnifique. performance, parce que moi j'ai eu la chance D'ailleurs, je le salue, Eric, s'il nous regarde en Alsace, comme toi, c'est un Alsacien, Mhm. qui a une très belle 63, et on avait fait un reportage direct auto là-bas, avec une split window 63. J'ai un souvenir fantastique sur les petites routes alsaciennes, et c'est une voiture qui roule extrêmement bien. Là, il y a Wildcard qui nous dit que ça vaut plutôt 150 000 euros aujourd'hui. Donc Ce c'est quand serait même pas pas. étonnant. Moi, j'ai pas suivi vraiment les évolutions, mais honnêtement, enfin des tarifs, mais déjà, enfin, moi, j'ai eu la chance de toutes les essayer. C'était en 2003 pour les 50 ans de la Corvette. J'ai essayé toutes les versions en fait à l'époque. Bon, on était au niveau de la C5, donc on était cinquième génération. On est à C8 aujourd'hui, imagine. Une split à l'époque, ça valait déjà plus de 100 000 dollars aux États-Unis. On était en Ouais, mais ça, 2003. Voilà. vu que toi, tu as essayé toutes les générations de Corvette, Ouais. peut-être pas la dernière qui vient de sortir, qui n'a plus de moteur V8, mais un moteur V6 biturbo, Oui, tout ça à serait fait. Moteur central et central arrière en plus. Là, ils ont fait une révolution complète. C'est dingue. Enfin, c'est plus une Ouais, vraie Corvette à mon sens. Mais bon, bref, ça, c'est un délire. C'est perso. je suis assez d'accord avec toi. Parce que pour moi, une On Corvette, change de philosophie. c'est un V8 et un moteur avant. Exactement. C'est l'idée de la Corvette. Et quand on regarde même les C2, alors, je reviens sur la C2 parce qu'il y a eu des versions extrêmement puissantes déjà à cette époque-là. On est au début, enfin milieu des années 60 et on monte à des puissances dépassant les 400 chevaux. À cette époque-là, pour atteindre des trucs, enfin des niveaux pareils, même en 67, on atteint presque 500 chevaux sur des big blocks. Il y avait rien. Il n'y avait pas de Ferrari, il n'y avait pas d'Aston Martin. Enfin, je parle de DB5, celle de James Bond, par exemple. Ouais, bien Elle sûr. développait pas autant. Et par contre, c'était bon pour leur ligne droite. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion justement d'essayer une C2, mais qui n'était pas le big block non plus. J'ai dû prendre 190, enfin en miles à l'heure, ça faisait 190 km/h environ. Mais j'étais comme ça au volant parce qu'on est en train C'est de corriger en permanence et on n'est pas bien, quoi. Là, il y a Flo qui me dit le top on Greg, une Carbone 65, ça c'est les dernières, ça Ouais, c'est la 5e génération, oui, qui doit faire 657 chevaux, Carbone ouais, édition, hyper oui, légère, mais c'est une machine de guerre. Et le ouais. bruit que ça fait. Mais c'est ça. Alors ça, je vais rebondir là-dessus. Le bruit, justement. Le fait est que quand on passe, justement, quand j'ai essayé la C3, qui est un modèle de 71 avec un big block, je crois que c'était un 7 litres 4, un truc comme ça, enfin, d'énormes moteurs. Quand on passait un rapport, enfin justement avec la boîte auto, il y a la voiture qui se cabrait carrément, qui bougeait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment c'est une voiture qu'on ressentait tout le moteur, toute la puissance du truc. Et je me souviens qu'il y a une Harley Davidson qui se met à côté de moi au feu rouge. Je couvrais le bruit de la Harley. Enfin, voilà, on l'entendait pas, le mec. On entendait que ma voiture. C'était complètement dingue. Alors, l'avantage de la C3, c'est qu'on commence à avoir des directions assistées. On a un freinage qui est plus assisté. C'est quand même plus facile à conduire. Mais bon, voilà, on est Ouais, quand même. il y a Flo qui nous dit c'est les voitures, c'est la guerre.
Mais Quand on ouais, ah mais c'est de la claquait, hein. brutalité, c'est travailler en férocité, comme dirait Raoul. Voilà, voilà, on est on est dans, c'est ultra brutal. Et c'est vrai que enfin Corvette, Chevrolet, en fait moi j'ai eu la chance de les rencontrer il y a une dizaine d'années au Salon de Genève, l'équipe de Corvette, bon, hein, les dirigeants. C'est une petite équipe, ils sont dans leur coin, c'est des fous furieux, on les laisse tranquilles. C'est-à-dire on vient pas leur raconter des histoires de CO2 ou quoi que ce soit. Ils ont tout le loisir de s'éclater, de faire des beaux moteurs et des super voitures. Et justement, ça se voit dans le temps. Alors après, il y a effectivement, dans les années 70, on sent qu'il y a du Et choc alors, pétrolier dans par l'air exemple, parce que on se casse. sur Nico, sur toutes les générations de Corvette, Ouais, ça commence à devenir, les gros moteurs, il y en a toujours eu, mais ça ouais, commence à devenir un peu cohérent et un peu exploitable à partir de quelle génération? Souvent, on dit que c'est à partir de la 5e génération de Corvette, ouais. Ah ben, conduisible, entre guillemets. oui. Alors, cinquième génération, je vais aller plus loin. Cinquième génération, phase 2, quand ils décident de faire justement le 50e anniversaire et qui Alors, c'est propose, quelle année, ça? Donc, du on est coup, en c'est quoi? 2003, 50e anniversaire, 2003. on est en 2003. Ouais, c'était il y a 17 ans quand même, hein. C'est comme quoi j'avais déjà plus de cheveux, je te rassure. Et donc, du coup, à cette époque-là, ils ont eu la bonne idée d'intégrer ce qu'on appelle le Magnetic Ride Control, c'est la suspension magnétique. Et ça a permis vraiment de stabiliser la voiture à haute vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, une C5, quand elle est sortie, on a quand même pas loin de 400 chevaux au démarrage. Et au-delà de 250, on commence à avoir un peu les jetons. Elle prenait 290 la voiture déjà, hein. Enfin, pareil, c'était au début des années 2000, c'est quand même sympa quoi. Ouais, ça commence Euh, à mais faire au-delà vite. de 250, on n'est pas à l'aise du tout. Et grâce à cette Alors, suspension magnétique, au-delà de 250 sur autoroute allemande, bien oui, ah bah c'est évidemment. évident. Ah bah cela va de soi. Et Bon, justement, sur cette c'était autoroute allemande jadis. entre Fribourg et Offenbourg, n'est-ce pas? je, je me balade à plus de 250 et avec cette suspension magnétique, ça me permettait vraiment d'avoir une stabilité à haute vitesse qu'on a pu récupérer sur les modèles suivants et qui est vraiment pratique, quoi, vraiment agréable. Nico, pour terminer sur les Corvettes, Mhm. les premières, parce qu'il y a Corvette, et dans les Corvettes, il y a aussi, là, il y a Nicolas qui renchérit sur la ZR1. Oui, bah bien ZR1, sûr. c'est la Oui, oui, je le vois, Nicolas. 1990, Ouais. c'est la première de la lignée des Corvettes, mais le Mhm. département Ultra Sport, le Z. Bah ouais, moi je me souviens je me souviens, moi j'ai 90, ouais, j'étais encore ado, n'est-ce pas? Enfin, pas loin. Et je me souviens des articles sur la ZR1 à cette époque-là où c'est déjà, on est sur la génération C4 de la Corvette. Donc déjà, Tout tableau à de bord digital, intérieur très spécifique, une ergonomie complètement barrée, hein. Autant être clair, les essuie-glaces dans la portière gauche, j'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin voilà, c'est complètement, ça a pas de sens, mais bon, c'est comme ça, ils faisaient ça à l'époque. Et surtout, la ZR1, c'était plus gros moteur, on avait plus de 400 chevaux. Je le rappelle, à cette époque-là, en face, on se battait face à une Testarossa. Enfin, c'était ça fait. Carossa, 390 chevaux, t'imagines? Voilà, Euh, exactement. T'es en 91, tu prends une Ouais, Porsche, 91, c'est 964, ça fait 250 chevaux. Donc t'imagines exactement. le gap qu'il y a, Ouais. c'est énorme. Alors, 250. ça valait 60 000 dollars quand même, hein, une ZR1 à l'époque, donc c'était beaucoup d'argent, hein, en 90, hein, faut pas oublier quand même. Mais c'était ultra puissant et ça permettait, je crois que le quart de miles, elle le couvrait. Enfin, c'était complètement dingue. On était on était, enfin, c'était un missile. Je crois qu'on était sur 11 secondes 5, un truc comme ça, ou un peu plus de 11 secondes, ce qui était très, très, très vite pour cette époque. Donc en fait, voilà, on a commencé à faire ce genre de modèle chez eux. C'était le modèle ultime à chaque fois. Et ça s'est revu d'ailleurs sur la version C6 de la Corvette, donc la sixième génération, où là, Avec par la contre, Z aussi. alors, il y a eu la ZO6 déjà sur la C5, mais c'était un moteur. Alors, c'était des moteurs, on va dire, big block, hein, où on était sur de l'atmosphérique. Et la dernière, enfin, la ZR1 qu'il y avait eu donc sur la C6, là, il y avait un compresseur. Donc là, là, on lâche enfin, le compresseur faisait que ça devenait limite contrôlable. De mémoire, ça faisait pas 647 chevaux, ça? C'est ça, ouais, exactement. Et je sais qu'à l'époque, on faisait le même métier tous les deux. Et je crois qu'un journaliste On le scandinave, fait toujours, hein, a oui, oui, non, mais priori. voilà, non, mais, non, mais évidemment. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, je sais que il y en avait une en parc presse en Europe, elle avait fini dans un rail parce qu'un journaliste scandinave avait fait un peu n'importe quoi sur l'eau avec. Parce que le problème, c'est ça, c'est que il fallait quand même, il faut les contrôler les bagnoles, hein, faut faire Et attention, quoi. écoute, moi, anecdote aussi en Allemagne avec une C6 ZR1 qui faisait Mhm. 647 chevaux. J'ai pris 315 km/h Ouais, et la voiture continuait de pousser ouais, et il y en ouais. avait encore sous le pied. Je me suis dit, j'avais jamais conduit un truc comme ça. C'est dingue. Je suis pas sorti indemne de la bagnole. J'ai dit, mais c'est pas possible. Par Ouais, mais contre, c'est fou. très, très grosse humilité au volant. Il faut faire quand Ouais, même. ouais. Mais les Faut faire bonnes très autoroutes, gaffe.
Mais Mais en non, plus, mais c'est fiable, c'est pas c'est fiable. piégeux. Alors, tout à fait, c'est pas piégeux. Franchement, même la C7 après, c'est devenu un régal d'ailleurs dès qu'on est sur piste parce qu'elle s'engage bien. Enfin, si on a envie de s'amuser, elle est vraiment prévenante, c'est vraiment chouette. Mais pour revenir même aux générations précédentes, c'est les voitures qui sont fiables. C'est les moteurs qui vont pas forcément, je parle des Atmos, hein, ils vont pas forcément très très haut dans les tours. Hein, si on reste sur les blocs normaux, hein, LS1, 2, etc. C'est des moteurs qui sont hyper fiables, qui consomment pas trop. Alors bien sûr, faut relativiser, mais moi, j'habitais Strasbourg à une époque et je faisais souvent les retours avec notamment la C6. Je me souviens d'avoir roulé à 130 à l'heure en roulant tranquille parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. J'étais Mais à 6, 7, j'étais à 6 litres, 6, 7 litres, c'est pas grand. Enfin, pour une voiture de 400 chevaux, de plus de 400 chevaux, je trouve ça Ouais. tout à fait correct. Enfin, Mais voilà. pour conclure sur les corvettes, c'est vrai qu'à partir de la C5, mais je trouve que la C6, c'était une vraie révolution. C6, Ouais, C7, et là maintenant, tu as la C8. ouais. Et avant, les corvettes, c'était un look, un moteur. Et à partir de la C5, mais pour moi, c'est la C'est C6, un châssis, vous avez ouais. le look, le moteur indestructible et un châssis. Et vous avez vraiment des voitures pour la moitié du prix d'autres marques. Ouais. Vous avez des performances qui, tu peux aller titiller sans aucun problème une Lambo ou une Ferrari, hein, et tout sera Ah pareil. ouais. Alors, et en plus, alors, il y a un facteur que j'ai trouvé assez étonnant finalement, comme c'est vrai que c'est américain, c'est très confortable. Curieusement, c'est-à-dire que les sièges sont extrêmement moelleux et on est dans un petit palace quand même, c'est sympa. Et toi, tu es grand comme moi et Oui, on a de la place. ouais, On a c'est de la place. ça. Ouais, on se retrouve pas, voilà. Alors, ce qui est drôle, moi, ce que j'avais vécu à l'époque, c'est de passer de la C1, la première génération, de freiner avec, de rouler avec. Alors, ça freine quand ça veut, etc. Enfin, voilà, il y a le décalage hein, et tout. Puis on passe à la C5. Au premier freinage, généralement, on est dans le pare-brise, hein, parce que avec la force qu'on met sur la pédale sur une moderne, les voitures n'ont strictement, enfin, c'était assez cocasse à l'époque lors de cet essai, justement. Tu vois, il y a Ludo qui nous dit, et effectivement, il y a un grand coffre sur ces Ouais. corvettes. C'est des Mhm. voitures qui sont faites pour rouler. Il y a Fredo, je lui fais un coucou, j'espère qu'il va bien. C'est des voitures qui sont faites pour rouler et qui sont faites pour vivre au quotidien avec. Ah ouais, C'est un on part en excellent vacances, choix. hein. Et en occasion, on trouve de super autos à moins de 50 000 euros. On a une Corvette récente qui fait 500 chevaux Ouais. et qui va t'emmener au bout du monde. Écoute, mon Nico, je te fais un gros bisou. Moi aussi. À bientôt. À bientôt. Et je Ciao, vais ciao. demander à Seb qui va nous faire un petit point, et bien sûr, les news, parce qu'il y a eu pas mal de news cette semaine, donc ça c'est vraiment cool, et on a des news qui nous viennent des États-Unis également. Alors Seb, est-ce que tu vas me rejoindre sur ce direct sur Instagram? Alors, il n'est pas encore arrivé parce qu'il y a vraiment du lourd qui est tombé cette semaine en termes de découvertes aux États-Unis. Je ne vais pas tout déflorer, hein. J'attends que ce soit Sébastien qui vous en parle. Et puis également en termes de nouveautés sur. Il est là. Seb, je le vois, il est là. Il va arriver tout de suite. Aussi en termes de nouveautés produits, les constructeurs, eh bien, malgré ce confinement généralisé, la moitié de la planète qui est paralysée, eh bien, ils sortent des voitures. Seb, comment tu vas? Salut, Je te devine, mais comment t'as la forme? tu m'entends? Ouais, tu t'es rasé, c'est bien. Voilà. Et regarde, Ah bah voilà, c'est pas bravo, mal. super, impeccable. Bon alors dis-moi, il y a du lourd, il y a du très très lourd même en provenance Ah des oui. États-Unis, un truc de ma boule. Alors, si je te dis sortie de grange, J'adore. 300 voitures. Alors, c'est une histoire qui est complètement Attends, incroyable. On a voiture 300. ouais, 300, 300 voitures et pas des Twingo, hein, je peux te dire. Ferrari, Lamborghini, Chevrolet, Ford GT, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment incroyable. Alors, on ne sait pas grand-chose sur l'identité de ce propriétaire, évidemment, qui veut rester secret sur sa collection. Et c'est une collection qui aurait commencé dans les années 70. Et alors, pour la petite anecdote, il y a un Lamborghini LM P002 qui aurait appartenu à Nicolas Cage. Ah ouais, énorme. Voilà. Et surtout, ça, je sais que ça va te plaire, une Dis-moi, Bizarini. Une Bizarini, Zarini, c'est rarissime. voilà, estimée à 1 million de dollars. Donc, il va falloir suivre les prochaines ventes aux enchères parce que je pense qu'il va y avoir du très très lourd Alors, et que cette à collection mon avis, il y a va. des priseurs de France et de Navarre et du monde entier qui sont tous partis aux États-Unis, mais ils ne savent pas où aller. Alors moi, j'ai entendu dire que c'était dans le secteur de New York. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le spécialiste de la rénovation d'anciennes est new-yorkais.
Et c'est lui qui a eu, entre guillemets, l'exclusivité. On ne sait pas pour ce qui a décidé le propriétaire à vouloir la vendre, mais c'est lui qui a eu la chance de découvrir ces entrepôts et de commencer la restauration, et notamment avec la Bizarini. Alors, il y a Guillaume qui nous dit, du 92, salut Guillaume, il y a une 288 GTO également, Ferrari. Oui. Alors effectivement, mais c'est la caverne d'Alibaba de toute façon, et pour l'instant il n'y a que 2 petites vidéos qui circulent. On n'a que un petit coin des voiles de. Ce qui est dingue, c'est que tu vas trouver des Camaro SS, de la 288 GTO, de la Bizarini, mais le type, il y a aussi des BMW Z3. C'est une super caisse le Z3. Oui, oui. Le type, il a une collection. Il y a des Golf GTI, il y a de tout. Je crois qu'il y a une française et c'est exactement une Matra Jet. Ouais, tout à fait. Je l'ai vu passer. Alors, je disais qu'il y avait du lourd également en termes de nouveautés constructeurs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je te dis McLaren Senna. McLaren Senna, voiture fantastique, ça fait 700-800 chevaux, c'est 800 chevaux, ou 700, je sais oui. plus, 800. C'est une voiture fantastique, incroyable. Cette voiture, elle est faite pour la course. Hein. Ça fait 800 chevaux, effectivement. Et là, c'est la version Novitec qui a été donc un petit peu modifiée avec une nouvelle cartographie moteur. Et elle fait maintenant, tiens-toi bien, 902 chevaux. Ah ouais, donc 902 chevaux. Elle fait un gap de 100 chevaux, mais alors pour des performances qui sont pas folichonnes par rapport à la version de série. Enfin, l'exercice du zéro. Donc pas folichonne, quand tu vois la version de série, comment ça marche, c'est un avantage. T'as pas un truc un peu moins cher, un peu plus démocratique pour nous? Un peu plus démocratique, je sais pas, mais la Caterham Super 7 1600, ça te parle aussi? Ah, ça me parle. Alors, effectivement, Caterham, ils ont ressorti une version entre guillemets un peu vintage. On a l'impression d'avoir la Caterham d'il y a 40 ou 50 ans. Et ils l'appellent, ce qu'ils disaient, Super 7. C'est le moteur 1600, c'est le moteur Ford. Tout à fait. C'est le moteur Sigma d'origine Ford à 135 chevaux, avec des performances autour de 5 secondes pour le 0 à 100, 196 km/h de vitesse de pointe, et 400. Elle a le look surtout. C'est le look qui est super. Ah oui, elle a les ailes évasées, et c'est plus les petits garde-boue indépendants. Et en fait, ils ont voulu vraiment renouer avec les modèles des années début des années 70 finalement. Ouais, puis ce qui est sympa, c'est que tu as le petit volant en bois, il y a la 5e roue de secours à l'arrière sur le porte-roue. Il y a vraiment l'ambiance vintage. Alors, il y a aussi quelque chose qui nous vient du Japon, mais qui est très très populaire aux États-Unis et qui va arriver, c'est toi qui me l'as dit, en nouveauté, un truc de fou. Moi, alors évidemment, alors tu connais la 370Z? Bien sûr. Voilà, et ben la nouvelle version va s'appeler 400Z et elle est prévue pour 2021. Et alors la vraie nouveauté, c'est que normalement elle devrait avoir un look. C'est ça. J'espère que ce sera. C'est ça qui est important. J'espère que ce sera vrai. Pas de conneries, toi. Attention. Non, un look néo-rétro qui rappellerait la Datsun 270Z de l'époque. Donc ça, ce serait vraiment. Écoute, Nissan a l'intelligence de sortir la remplaçante de la 370Z, donc qui va s'appeler 400Z, donc exactement. Avec un look néo-rétro ambiance Datsun, ils vont faire un carnage. Ça va être une voiture fabuleuse. Rapport qualité-prix plaisir. C'est incroyable. Ça devrait donc pour la sortie, a priori, on espère que ce sera vraiment pour 2021 et qu'on pourra faire un petit essai. Bah écoute, on espère tous. Alors, avant qu'on se quitte, Seb, des news par rapport à ce confinement généralisé. Est-ce que tu as des petites news sympas, des trucs un peu, tu vois, pour nous oxygéner le cerveau? Et ben justement, l'application Waze que tout le monde connaît, etc., propose justement de signaler sur son site les prochains sites où on pourra se faire dépister. Donc voilà, ça serait bien sur son parcours, on pourra, voilà, ça apparaîtra, centre de dépistage, etc. Et notamment, Waze aussi invite toutes les enseignes qui proposent un service de drive de se faire connaître auprès de Waze pour que Waze puisse les référencer et comme ça on les aura aussi sur la route pour les longs trajets. Permet à Pat qui nous repose la question. Alors d'après les informations qu'on a récupérées, effectivement la remplaçante de la Nissan 370Z qui va s'appeler 400Z. Alors, 400 chevaux, je ne sais pas, mais bon, ce sera 400Z. On ne sait pas, ce sera un V6 a priori, biturbo, mais. Turbo, et elle devrait avoir le look, les amis, de la Datsun 240Z qui est sortie en 69 ou 70.
Donc ça, si ça sort en 2021, ça va être une super actu qu'on essaiera bien évidemment dans Direct Auto. Allez, une petite dernière news, mon Seb, pour se terminer ce live. Alors, pour mieux vivre le confinement une fois encore, là, cette fois, c'est Lexus qui propose des petites origamis. Et on peut refaire un masque qui ressemble à un chat. Donc, pour occuper ses enfants, c'est plutôt sympa. Toujours des coloriages chez Fiat, BMW, etc. Et il y a 3 nouveaux ambassadeurs chez Lexus. Alors, le navigateur Armel Lecléache, Ouais. le comédien Laurent Lafitte, et qui donne aussi sur le site de Lexus des petites idées pour passer le confinement. Donc c'est des idées lecture, des idées, notamment Laurent Lafitte propose d'aller sur le site de la Comédie Française pour voilà assister à des ateliers lecture, etc. Pour toi, Tout plein d'idées en fait pour il y a plein de s'occuper. choses à faire pour s'occuper ou occuper les enfants. Les origamis, c'est les petits pliages japonais. On fait des petites cocottes, des petits. Tout à fait. Voilà. Écoute, Ouais. impeccable. Écoute, mon Seb, je te fais une grosse bise. Bon confinement à toi. Bisous. Merci pour les news. Gros bisous. Bon, voilà. De rien. Bisous tout le monde. Salut, à bientôt. Ciao. Bon, écoutez, on a été hyper bavard. On aurait pu dire, parce que cette thématique des voitures américaines, bien évidemment, c'était très sympa. On a quasiment fait 1 heure de programme. Alors, écoutez, on se retrouve semaine prochaine. On va essayer d'être là mardi, comme on l'avait prévu mardi dernier, mais on a eu des petits soucis de connexion. Et bien, n'hésitez pas, comme vous l'avez fait, à m'envoyer vos messages sur Instagram pour bien nous demander à la team Direct Auto quelle serait la thématique qui vous ferait le plus plaisir. Alors pourquoi pas, là on a fait les voitures américaines, on peut repartir sur autre chose. Voilà, merci de nous avoir suivis. Alors le salon de l'automobile, Fab, avant de partir, pour le moment, il serait peut-être annulé, donc on n'a pas trop d'informations, mais ça sent pas super bon, on va voir, pour le salon de Paris à l'automne prochain. Je vous fais un gros bisou les amis, restez bien à la maison, bien confinés, faites attention à vous, et écoutez, bonne soirée, on se retrouve bien sûr Direct Auto, ça continue avec le meilleur de Direct Auto tous les samedis, toute la matinée, de 9h jusqu'à 13h, 13h30. Vous avez tous les best-of. Voilà, on vous a préparé plein de belles choses pour passer le temps. Et puis, si vous aimez les Porsche, il y a nos petits camarades de Flat 6 qui vont attaquer un live à 18h30 sur leur page Facebook. Voilà, si vous aimez les Porsche, c'est sur Flat 6 et c'est dans une demi-heure. Allez, gros bisous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.